Bon, alors, imaginons un instant une rue hyper animée, vraiment en plein centre-ville au Maroc. D'accord, je visualise bien. Voilà, donc il y a les terrasses de café qui résonnent de débats passionnés, les chauffeurs de taxi qui refont le monde avec leurs passagers, les groupes de messagerie explosent de commentaires sur, surtout de la politique au foot, en passant par la moindre rumeur économique. C'est bruyant, c'est intensément vivant, quoi. Ah ouais, l'espace public là-bas, c'est vraiment un lieu où la parole foisonne. C'est une culture de la discussion qui est presque viscérale en fait. Et pourtant, et c'est là tout le truc, voilà le paradoxe absolu. Si on observe une de ces personnes hyper loquaces, très tranchée au café, et qu'on lui fait franchir la porte de son lieu de travail, Genre une administration publique ou un grand hôpital par exemple. exactement, et bien là c'est le silence. Un silence de plomb. Soudainement, face à des dysfonctionnements qui sont pourtant majeurs et évidents, il n'y a plus personne qui dit un mot. C'est comme si la vérité s'arrêtait, littéralement, au pas de la porte. Et c'est une image tellement puissante. Ouais. Complètement. Et c'est justement cette image qui ouvre l'analyse de notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans ce livre fascinant sorti en 2026, Le Maroc du silence, d'Adnan Bemchakroun. Et ce qui rend cette exploration vraiment indispensable pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on va déconstruire un mythe énorme. Ah ouais, lequel? Le fait que ce silence au sein des organisations, c'est pas du tout un vide. C'est ni une absence passive, ni juste de la paresse intellectuelle, comme on l'entend souvent. En vrai, se taire, c'est un comportement qui est extrêmement actif. Actif. C'est-à-dire? C'est une vraie stratégie de survie. Une décision qui est hautement rationnelle face à un écosystème qui, structurellement, pénalise la vérité. D'accord, décortiquons tout ça. Avant même d'aller chercher des coupables du côté des grandes structures ou des grands patrons, il faut qu'on comprenne le calcul mental de l'individu. Tout à fait. L'équation de base, quoi. Voilà. Pourquoi une personne brillante qui voit parfaitement qu'un projet va droit dans le mur ou qu'une procédure est totalement absurde, pourquoi elle prend la décision délibérée de fermer les yeux et de ne pas ouvrir la bouche? Bah, tout simplement parce que la parole, elle a un coût. Un coût qui est très mesurable. Dans la grande majorité de ces structures, parler, alerter, ça revient à se classer soi-même. Ah, tu veux dire qu'on se met une cible dans le dos, en gros? C'est ça. Et la sanction, c'est pas toujours le truc théâtral, genre un licenciement sec ou un gros blâme officiel. C'est beaucoup plus vicieux, c'est une sanction relationnelle. Ah, la fameuse étiquette qui vous colle à la peau. Exactement. Le mec qui signale un problème, il devient hyper vite le profil un peu complexe, tu vois? Genre, à lui, il n'a pas l'esprit d'équipe ou c'est juste le gars qui vient déranger la tranquillité du chef. Et dans un environnement où la moindre contradiction technique est perçue comme une attaque personnelle, être franc, ça devient un pari suicidaire pour la carrière. Ouais. Et cette sanction relationnelle, elle mène direct à un truc terrible. C'est l'isolement, c'est la mise au placard mais silencieuse. Du jour au lendemain, on t'invite plus aux réunions importantes, tes mails restent sans réponse, ce genre de truc. L'horreur. Mais il y a un mécanisme encore plus destructeur que la peur de la punition, c'est l'usure. Juste la pure usure. Le syndrome du à quoi bon. Ah oui. Ce moment fatidique où on baisse les bras. Ouais. C'est vraiment le produit d'un conditionnement sur le long terme. T'imagines un pro hyper motivé, il alerte une première fois, il fait un mémo super détaillé, il signale une faille critique, et la réponse en face? Un hochement de tête poli. Au mieux. Un hochement de tête, une vague promesse de «oui, on va étudier la question», et puis après, le vide abyssal. Le problème reste là, intact. Donc l'individu, il apprend une leçon assez cruelle, c'est que sa lucidité n'a aucun impact. Du coup, le silence, ça devient juste une économie d'énergie, quoi. C'est exactement ça. À quoi ça sert de s'épuiser à crier si le son il se perd dans un trou noir administratif? C'est fou, hein, c'est vraiment comme le système immunitaire du corps humain, mais complètement inversé. Au lieu d'attaquer la maladie, le système il attaque les globules blancs qui essayent désespérément de signaler l'infection. Mais c'est une excellente analogie, et logiquement, le corps finit par arrêter de produire ses alertes pour préserver ses propres forces, quoi. Le système s'éteint parce qu'il est épuisé par sa propre lutte. Mais là où l'analyse du livre devient vraiment, mais alors vraiment paradoxale, c'est quand ces fameux globules blancs sont plus seulement épuisés. En fait, ils finissent par croire qu'ils rendent service au corps en se taisant. Ah oui, le concept du silence prosocial. C'est ça, on se tait par loyauté, genre pour protéger un collègue qui a fait une grosse boulette, ou pour pas exposer son service, ou juste pour la règle d'or de « il faut pas salir la maison en public C'est fascinant parce que ce type de silence de l'intérieur, il est vécu comme un acte hyper moral. Les équipes, elles absorbent l'erreur, elles bricolent dans leur coin sans faire de vagues pour compenser. ». Mais pourquoi faire ça, au lieu de juste remonter le problème?
Parce qu'elles savent très bien que si la hiérarchie met son nez là-dedans, elle va pas chercher à analyser le problème froidement pour le réparer. Elle va juste chercher un bouc émissaire à punir. Du coup, le groupe crée une espèce d'omerta pour se protéger. Bon, alors attendez, je me fais l'avocat du diable 2 secondes là-dessus. Cette fameuse loyauté prosociale, au fond, est-ce que c'est pas très souvent une belle excuse, très confortable, qu'on se donne pour masquer une bête lâcheté collective? Comment ça? Bah, sous couvert d'être hyper solidaire avec un collègue, en fait, on laisse tout un département pourrir de l'intérieur, et c'est le client ou le service public qui en paie le prix à la fin, non? C'est pas faux. Ça masque bien une infidélité majeure envers le travail lui-même. C'est vrai qu'on sauve la paix de la journée, mais on hypothèque totalement l'avenir. Mais le truc, c'est que si les gens se sentent obligés de choisir entre protéger un collègue et dire la vérité technique, c'est que l'architecture même de la boîte est cassée. L'organisation a échoué, en gros. Ouais, elle a échoué à créer un espace sécurisé où on peut décortiquer une erreur sans détruire la carrière de quelqu'un. Cette fameuse lâcheté, elle n'est pas innée chez les employés, elle est littéralement fabriquée par la brutalité du management. Ce qui nous propulse d'ailleurs direct vers les canaux officiels, tu sais, ceux qui sont précisément payés pour faire remonter cette réalité. Si l'employé de base, il s'auto-censure par survie, qu'est-ce qui se passe au niveau d'au-dessus? Ah, là on entre sur le terrain du personnage le plus écartelé de toute cette histoire, le manager intermédiaire. Le manager du milieu. Le filtre humain du système, quoi. Et lui, c'est ni le grand méchant, ni la pauvre petite victime. Il est juste coincé dans un étau qui est impitoyable. D'un côté, la direction exige qu'il exécute à la perfection des stratégies souvent dessinées sur un tableau blanc, super loin de la réalité du terrain. Et de l'autre côté? De l'autre, il se prend de plein fouet toute la misère opérationnelle. Les bugs, le manque de personnel, la grogne des équipes. En fait, ce manager intermédiaire, c'est un peu comme un filtre à café ultra performant. Il retient tout l'arôme corsé, dense et hyper amer de la réalité du terrain pour finalement laisser passer qu'une eau tiède, insipide vers la direction. C'est ça. Et ce filtrage, c'est un pur mécanisme de défense. Si ce manager remonte la vérité brute, s'il débarque en disant la nouvelle procédure marche pas du tout et mes équipes vont péter un plomb, bah, il court un risque fatal. Lequel? De passer pour le râleur de service, Pire. de passer pour le manager incompétent, celui qui sait pas tenir ses troupes ou imposer son autorité. Parce que ces systèmes hiérarchiques, ils récompensent la fluidité, l'apparence que tout glisse, surtout pas la remontée de problème. Mais du coup, comment ce gars ou cette fille gère cette dissonance cognitive tous les jours? Je veux dire, le manager sait que la maison brûle, ses équipes lui hurlent que le logiciel plante tout le temps, que les délais sont impossibles. Et pourtant, on le retrouve l'après-midi même, au dernier étage, en train de projeter un beau PowerPoint bien vert, en disant que tout va bien. Ouais, avec la fameuse phrase « Les indicateurs sont au beau fixe avec quelques légers défis d'implémentation ». Bah, il utilise la traduction sémantique. C'est un art, hein. Une crise majeure devient un point de vigilance. Un burn-out collectif se transforme en un besoin ponctuel d'alignement. C'est dingue. La vérité est sous-dosée méthodiquement. Elle est diluée pour devenir ultra digestible pour un comité de direction qui, soyons honnêtes, n'a aucune envie qu'on vienne bousculer ses belles certitudes stratégiques. Et d'ailleurs, le summum de ce processus de domestication, le grand chef-d'œuvre de la fiction en entreprise, le livre le dit bien, c'est la réunion. Ben Chakroun l'appelle le théâtre sans parole. C'est tellement parlant. Pour quiconque a déjà usé ses pantalons sur les chaises d'une salle de conférence, c'est d'une justesse folle. Parce que la vraie discussion, celle où on règle les vrais problèmes, elle se passe dans le couloir 10 minutes avant, près de la machine à café. Ou alors en douce sur WhatsApp sous la table pendant la réunion. C'est clair. Une fois qu'on est assis officiellement, c'est fini. On délibère plus. C'est juste une chorégraphie. Chacun prend la parole pour montrer qu'il est bien aligné, qu'il utilise le bon vocabulaire corpo pour valider des trucs que tout le monde sait être inapplicables. Performance collective, ouais. Tout le monde connaît son texte. Mais à force de baigner là-dedans, la direction générale, elle finit quand même par sentir qu'il y a un loup. Elle sent qu'une partie de la réalité lui échappe totalement. Et alors, c'est quoi la réaction classique de la bureaucratie quand elle sent qu'elle perd le contrôle? Eh bien, elle ajoute du contrôle. Plus de procédures, plus de reporting, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le nœud de la tragédie bureaucratique, ce moment-là. En voulant forcer la transparence, en rajoutant des règles partout, il génère l'opacité la plus totale. Comment ça? Quand ton quotidien est saturé de cases à cocher, de formulaires qui demandent 4 signatures différentes, ça devient matériellement impossible de bosser. Donc pour que l'hôpital tourne, pour que le train parte à l'heure, les employés vont développer ce qu'on appelle un savoir clandestin. Ah, le fameux système D. Celui qui fait la grande fierté de plein de boîtes, genre « Ah, heureusement qu'on sait se débrouiller chez nous ».
Sauf que là, ce système D, c'est plus juste une anecdote sympa. C'est littéralement le moteur qui fait tourner la boîte. Ça crée un langage double, hyper schizophrène. C'est-à-dire, Côté face, tu produis de la paperasse nickel, irréprochable, pour satisfaire les auditeurs. Et côté pile, dans l'ombre, tu court-circuites la moitié des règles pour faire le vrai boulot. Et vu que tout le monde trempe là-dedans, tout le monde se tient par la barbichette. L'omerta, le silence, ça devient la clé de l'efficacité. je me refais l'avocat du diable, hein, attention. Vas-y. On a quand même besoin de procédures, non? Je veux dire, sans règles de sécurité dans une banque ou sur un chantier, c'est l'anarchie. À quel moment précis une bonne règle de sécurité se transforme en cette façade de légitimité toxique? La bascule, elle s'opère au moment exact où les règles qu'on impose rentrent en collision frontale avec les objectifs de production. T'as un exemple, hein? Prends un département sécurité qui exige un contrôle de 3 heures sur un dossier, mais le directeur commercial, lui, il exige que ce soit validé en 45 minutes. La règle de sécurité, elle perd instantanément la fonction. Elle devient juste un outil d'hypocrisie. Le gars va signer le papier pour dire qu'il a fait les 3 heures de contrôle pour se couvrir, mais en vrai, il l'a expédié en 10 minutes. C'est ça que la sociologie appelle la normalisation de la déviance, non? Exactement. C'est quand l'anormal devient le décor habituel. On s'habitue tellement à contourner, à frauder un tout petit peu sur la qualité pour boucler la journée, que plus personne voit que le système se dégrade. Le dysfonctionnement, c'est devenu la norme. Et la machine tourne, en apparence. Sauf que cette hypocrisie, elle a un coût qui est stratosphérique. Et le premier de ces coûts, hyper silencieux mais mortel, c'est la perte des talents. Ouais, l'hémorragie intellectuelle. Les esprits les plus vifs, ceux qui voient les anomalies et qui ont une conscience professionnelle forte, c'est eux qui souffrent le plus de ce silence. Parce qu'ils alertent et qu'on les écoute pas. Voilà. Ils voient que leurs alertes rebondissent sur un mur. Donc, au lieu de se battre jusqu'à l'épuisement ou de claquer la porte avec fracas, ils organisent leur propre disparition intellectuelle. Le fameux quiet quitting, quoi. Ils font le strict minimum, ils proposent plus rien. Physiquement, ils sont là, mais émotionnellement, ils ont démissionné. Et c'est une perte d'intelligence collective inouïe. Et devine qui prospère dans cet écosystème à la place? Les bénis oui-oui. Les profils les plus dociles, ouais. Ceux dont le manque d'esprit critique colle parfaitement avec la culture ambiante. Mais ça, c'est le poison lent. Le vrai choc, c'est quand la crise éclate. Bah oui, parce que c'est de l'aboutissement logique. C'est l'histoire de la grenouille dans la marmite d'eau chaude, tu sais. Sauf que là, la grenouille, elle regarde le thermomètre, elle sait que l'eau bout, mais elle ferme sa gueule parce qu'elle sait que le chef cuisinier déteste qu'on critique sa recette. C'est une super image. Les grandes catastrophes, industrielles ou sanitaires, elles sortent jamais de nulle part. Avant l'explosion, il y a toujours une accumulation de signaux faibles qui ont été minorés ou filtrés parce qu'ils rentraient pas dans le beau tableau de bord. Et le lendemain de la crise, c'est magnifique. C'est le grand festival du courage rétrospectif. Ah oui, le fameux on le savait. C'est ça, tout le monde débarque devant les commissions d'enquête avec un aplomb pas possible en disant « Ah mais moi je l'avais dit depuis des mois ». Et le pire c'est que c'est vrai, ils le savaient. La connaissance du désastre, elle était là, dispersée dans les open space. C'est pas l'information qui a manqué. Ce qui a manqué, c'est un système capable de recevoir cette info et de la traiter sans punir le messager. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Parce que le diagnostic, il est terrifiant. Le pronostic vital de ces institutions, il est carrément engagé. Comment on inverse cette machine? Comment on réapprend à écouter la réalité? Alors déjà, le virage, il n'est pas du tout cosmétique. C'est pas en mettant des baby-foot ou en faisant signer des chartes de bienveillance que ça va changer. Le fond du problème, c'est de réussir à séparer l'erreur de la faute individuelle. C'est ce qu'on appelle instaurer une culture juste. Et concrètement, ça ressemble à quoi de passer d'une culture de la punition à cette fameuse culture juste? Prenons un exemple hospitalier. T'as une infirmière, à la fin d'une garde de malade, elle se trompe de flacon et donne un mauvais dosage. Bon, pas de conséquences fatales, heureusement. Dans l'ancien système punitif, qu'est-ce qui se passe? On la blâme, on la suspend, on a trouvé la coupable. Affaire classée. Ouais, mais le résultat, c'est que la prochaine qui fera la même erreur, elle va la cacher pour sauver sa peau. Donc le risque reste. Alors que dans une culture juste, l'approche, elle est systémique. L'hôpital va se remettre en question, en gros. Exactement. Ils vont se demander pourquoi une pro qualifiée a fait ça. Et ils vont découvrir que, tiens, les étiquettes se ressemblent trop, ou qu'elles sont rangées dans le même tiroir, ou que le manque de personnel à 3 heures du mat rend l'erreur inévitable. Et au lieu de punir la fille, ils changent les étiquettes et revoient les plannings. L'erreur devient une source d'intelligence, quoi. Voilà, c'est la condition absolue pour que les gens parlent. Faire remonter une vérité, ça doit plus jamais être un acte suicidaire.
Ouais, mais même sans crainte de punition, si l'info meurt sur le bureau du directeur, ça sert à rien. Et c'est là qu'intervient le principe de subsidiarité dont parle le livre, non? Complètement. La subsidiarité, c'est l'antidote au trou noir. L'idée, c'est que le problème doit être résolu au niveau opérationnel le plus bas possible. Les gens du terrain détiennent souvent la solution. Si une équipe voit un bug dans un logiciel, on ne lance pas un comité de pilotage de 6 mois. On donne les moyens à l'équipe de le corriger direct. Et si ça remonte tout en haut? Alors il faut une traçabilité absolue. Si la direction dit non pour des raisons de budget, elle doit redescendre, l'expliquer. Rien ne tue plus l'initiative que l'absence de retour. Alors, créer des boucles de retour, instaurer la subsidiarité, changer les étiquettes au lieu de virer les gens. Sur le papier, c'est magnifique. Mais soyons réalistes, est-ce qu'une direction, surtout au sommet d'une pyramide où le pouvoir c'est le contrôle de l'info, est psychologiquement prête à perdre ce confort hiérarchique? Admettre que l'intelligence n'est pas qu'au sommet, c'est une révolution politique en interne. Et c'est le grand mur porteur de toute la réflexion. Réformer le silence, c'est pas une question de méthodes agiles ou de gentillesse, c'est un acte de courage managériel pur et dur. Les dirigeants, ils doivent faire le deuil de leur illusion de toute puissance et accepter que le réel vienne salir leur beau planning. C'est une question de survie, sinon l'institution meurt de sa propre surdité. C'est vraiment un renversement total de perspective pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion finale qui dépasse vachement le cadre de la simple entreprise. Si on y réfléchit bien, si nos ministères, nos grandes boîtes se mettent vraiment à appliquer cette culture juste, ça pulvérise complètement notre définition classique du leadership. Ah oui, fini le mythe du grand chef omniscient. Mais carrément. Pendant des décennies, on a adoré le grand leader. Celui qui a toujours la réponse, qui doute jamais, qui tranche d'en haut. Mais si on va au bout de cette analyse, les vrais leaders de demain, ils n'auront plus rien à voir avec ça. Ce seront ceux qui auront la plus grande tolérance à l'inconfort de la vérité. Leur talent, ce sera d'organiser l'écoute des signaux faibles. C'est un profil psychologique complètement différent. Et la question vertigineuse que ça pose, c'est de savoir comment nos grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, vont devoir muter. Si elles doivent plus former des décideurs qui savent tout, mais des récepteurs capables d'encaisser le réel sans punir le messager, le chantier est titanesque. C'est tout le système d'exploitation de la société qu'il faut changer. Et c'est peut-être seulement comme ça que la porte blindée entre la rue marocaine vibrante et le silence des open space arrêtera d'être infranchissable. Et c'est ce défi colossal qui va déterminer si nos modèles vont s'effondrer ou tenir le coup dans les années à venir. Ça laisse vraiment de quoi nourrir de profondes remises en question. Merci beaucoup pour cette analyse hyper éclairante. Bonne réflexion à tous et à très bientôt pour une nouvelle plongée.